bien, rebonjour, merci d'être là. Un remerciement à la mêlée parce que comme chaque année, la mêlée c'est foisonnant, il y a beaucoup de monde, on aborde beaucoup de sujets, donc super sympa. Bravo aussi pour les tables rondes précédentes parce qu'il y a plein de sujets qui ont été ébauchés. Et moi j'allais dire qu'on va essayer là, l'ambition de la table ronde c'est de faire un retour de terrain très concret avec, comme je le dirai tout à l'heure, des faiseurs. Alors, un petit mot de contexte, si vous permettez. Vous savez qu'on est dans différents plans, hein, la santé numérique en France. Donc, il y a eu le plan 2022. Alors, le plan 2022, c'était beaucoup d'interopérabilité, de sécurité, d'accès au marché. On a beaucoup parlé d'usage. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en 4 ans à l'initiative du ministère de la Santé, de la DNS, de l'ANS, mais aussi d'autres acteurs et aussi beaucoup du terrain. Et maintenant, on est dans la feuille de route 2027. Et la feuille de route 2027, c'est un certain nombre d'enjeux. C'est le passage à l'échelle en termes d'usage. Et on a tout à l'heure parlé au sein de la table ronde de ce besoin de passer à l'échelle en termes d'usage. Mais c'est également aussi, et c'est affiché comme ça, l'accès aux offres de soins pour les territoires qui en manquent et qui sont isolés. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est affiché aussi le gain de temps médical. Et ça, on verra tout à l'heure avec les expertises qu'ont ces messieurs. Qu'est-ce que c'est que le gain de temps médical? Alors, la feuille de route et puis aussi le numérique en santé, c'est d'autres sujets qu'il ne faut pas oublier. C'est une grande place pour le médico-social, puisque le médico-social a été intégré dès le début depuis dans la feuille de route. Mais là, aujourd'hui, on a des actions encore plus concrètes qui se mettent en œuvre sur le médico-social. Un autre enjeu, c'est la data. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais la data, c'est beaucoup de sujets, hein. Tout à l'heure, on parlait de sécurité, de cybersécurité. Vous savez que le HDH, le SDATUB, est en train de travailler sur ces sujets de mise en réseau des entrepôts régionaux et des structures nationales. Et on est en train de travailler sur une valorisation de la donnée. Parce que en fait, l'utilisation secondaire des données, on en reparlera aussi, ça génère des coûts. Et ces coûts-là, ça fait que la donnée a une valeur. Et puis, il y a une énorme actualité qui est l'IA Act, puisqu'on sait que dans certains de nos outils numériques, pas tous, il y a de l'intelligence artificielle. Et donc, l'IA Act, c'est très important. On verra tout à l'heure. On reparlera de supervision humaine et de garantie humaine. Alors, je vous le disais pour cette table ronde, pour en parler. Alors, 4 experts du domaine, mais je vous le disais, 4 faiseurs, parce que ce sont des personnes qui ont les mains dans le cambouis et qui mettent tout ça en œuvre au quotidien. Donc, ils se représenteront individuellement quand je vais leur donner la parole, si vous voulez bien. Mais on a Monsieur Nguyen de Taurus Médical. Taurus Action. Taurus Action, pardon. Alors, tu nous diras un peu tout à l'heure, parce que dans les Taurus, je mélange, je suis pas toujours à jour. Donc, désolé, j'ai fait une petite erreur. Tu corrigeras. Donc, le professeur Antoine Piot, que je pense beaucoup de gens connaissent ici, donc le CHU de Toulouse, Loïc Lagarde, le directeur général de la clinique Pasteur, et puis Jean-Christophe Zerbini de Axience. Donc, on va en reparler tout de suite après. Alors, si vous voulez bien, je vais donner la parole d'abord à Loïc. Loïc, en fait, vous êtes à la clinique Pasteur. La clinique Pasteur, on la connaît évidemment pour la qualité des soins sur le territoire et de la prise en charge, mais aussi pour le iLab que la clinique Pasteur a mis en œuvre déjà depuis longtemps. Et donc, du coup, première question, ce serait, est-ce que vous pouvez nous donner quelques réussites qui sont issues du iLab? Qu'est-ce qui a été produit pendant toutes ces années? On sait qu'il y en a qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, quelques éléments là-dessus avant ma deuxième question. Merci pour l'opportunité. En effet, l'iLab est un incubateur qu'on a créé au sein de Pasteur, puisque depuis déjà pas mal de décennies, et de par aussi l'impulsion de mon prédécesseur Dominique Pont, qu'on n'a plus besoin de présenter, il y a toujours eu cette compréhension qu'il y avait beaucoup de valeur à créer quand on pouvait mélanger des besoins métiers avec une volonté d'entrepreneuriat. Donc on a toujours trouvé ça une bonne recette, parce que je pense que c'est un peu ça dont on va discuter aujourd'hui, qui est de se dire, nous, des cas d'usage et des cas métiers pour savoir comment on peut améliorer la vie par le numérique dans le domaine de la santé, on en a plein.
Par contre, la capacité à entreprendre, la volonté de le faire, on l'a peut-être pas ni pas le temps. Dès qu'on trouve des gens qui sont motivés pour le faire, ben on leur propose des sujets et dans ce cas-là, souvent des sociétés se créent avec quelques réussites. Une des principales est bien sûr la création de DopaSoin, qui est donc un dossier patient informatisé qui est utilisé dans beaucoup de cliniques aujourd'hui et qui a été revendu à Siemens et puis depuis à Dedalus. Mais c'est pas que, il y a plein d'autres cas d'usage, comme par exemple dans l'hospitalisation domicile, avec une société comme MHcom, qui est venue nous voir et qui cherchait un projet sur lequel travailler. On s'est dit, on est dans l'hospitalisation domicile, il n'y a pas trop de sujets de dossiers patients, est-ce qu'on peut en créer ensemble? Ou encore Medinbox, qui crée des outils pour pouvoir ramener de la vidéo au sein des blocs opératoires pour du proctoring et autres. Tout ça, ça a été créé en collaboration et c'est pour ça que tout de suite, ça parle aussi pour les potentialités de commercialisation, puisque ce sont des cas concrets qu'on peut aller très vite répliquer. Donc du coup, ça c'est de vraies expériences d'accès au marché. Et du coup, pour être très concret, est-ce que vous pourriez nous citer peut-être un ou deux exemples d'outils numériques que vous avez mis en œuvre à disposition des patients ou à disposition des professionnels de santé? Quand on préparait cette intervention, on se disait que ce qu'on peut mettre à disposition des médecins, c'est pas que pour faire de la clinique. Et je crois que vous avez des exemples qui marche fort dans ce domaine. On a beaucoup investi sur, entre autres, la logique de préadmission, puisque ne pas faire répéter 25 fois l'information aux patients est quelque chose d'extrêmement important pour la fluidité des parcours et à la fois aussi pour le temps des soignants, qui est quand même une des denrées de plus en plus rares. Donc, on a créé une société qui s'appelle Yuli, ça a été un spin-off d'ailleurs de ce qui s'est passé chez Pasteur. Donc, c'est un outil de préadmission qui est en ligne et qui est donc majoritairement mobile, sur lequel on vient poser toutes les questions nécessaires pour récupérer le maximum d'informations avant l'arrivée du parcours patient. À chaque fois, peut-être on peut se dire rien de folichon à ça, mais comme dans toute aventure entrepreneuriale, c'est dans l'exécution que se situe la véritable création de valeur. Donc, après de nombreuses années de travail, on commence à avoir quelque chose qui tourne avec des bons retours de taux de complétude et surtout un véritable bénéfice pour les patients comme pour les praticiens. Et donc cette appli de codage des actes, sauf si je n'ai pas bien compris, là pour moi c'est vraiment aider le médecin dans son travail, parce qu'on sait qu'un professionnel de santé ça soigne des patients, mais aussi derrière il y a une partie administrative, c'est pas celle qu'on préfère tous, mais en tout cas elle est là. Et en tout cas c'est un exemple de gain de temps et de facilité de travail pour les professionnels de santé, me semble-t-il. En effet, ce à quoi vous référez, c'est un test qu'on est en cours de faire avec Sandcare, qui est donc une start-up qui est spécialisée dans l'IA, sur le traitement de données PMSI, donc ce sont les données de codage, pour ceux qui ne connaissent pas, pour comment on traduit toute une activité médicale et sanitaire en code pour que nos chères institutions soient capables de nous payer pour ces actes. Donc c'est toute une traduction qui est nécessaire et qui est parfois un peu longue et en tout cas chronophage pour les praticiens. Et donc, via ce genre d'outils, on arrive à pouvoir mieux comprendre et aller chercher les informations directement au cœur des différents outils, des lettres de sortie ou autres, toutes les informations nécessaires pour obtenir le meilleur codage de l'acte et donc la meilleure rémunération de l'ensemble des parties prenantes. Donc, un véritable gain de temps. Super, merci beaucoup. Du coup, intelligence artificielle, ça fait le point avec données, puisque intelligence artificielle, c'est algorithme, et algorithme, c'est données. Et donc, je vais passer la parole à notre ami de Taurus Action pour que tu nous dises un petit peu ce qu'est Taurus Action. Et une fois que tu nous as expliqué ça, moi, j'ai quelques questions de pratique sur la donnée, comme on a travaillé ensemble. Merci Jean-Louis. Donc, je m'appelle Nguyen Dung. En fait, je suis mathématicien de base. J'étais professeur, je suis encore professeur à la fac. Et donc, Taurus Action ou Taurus AI, ou Taurus tout court, est une jeune pousse qui pousse très bien pour le moment. Donc, on a créé ça il y a 4 ans et demi, et avec zéro action. Et en ce moment-là, on a plus d'une trentaine de collaborateurs à Toulouse. Et si on compte notre écosystème mondial avec une autre société aux États-Unis, Taurus Engineering au Vietnam, etc., il y a d'autres Taurus. Et on a une centaine en ce moment.
Et ce qu'on fait, on fait beaucoup sur la santé. Il y a d'autres domaines aussi où on travaille, mais surtout l'IA pour la santé. Ça comprend à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. On est à plus de 3 millions en ce moment. Et donc, on fait beaucoup sur la dermatologie et aussi on travaille sur le pulmonaire, etc. Et même le transport sanitaire. Et en ce qui concerne la dermatologie, on a gagné des gros contrats. On vient de gagner, par exemple, avec le OMS, Organisation mondiale de santé, et aussi avec NIH, c'est National Institute of Health, et puis des pharmaceutiques, des hôpitaux, etc. Alors, première partie de ma question sur les data. Quand on a échangé, on s'est dit qu'aujourd'hui, il y avait des questions qui se posent au sujet des data. Évidemment, je ne parle pas de la sécurité, on est tous convaincus qu'on est dans la santé, donc on a tous des niveaux de sécurité importants. Mais en tout cas, se pose la question de l'accessibilité des données, de la qualité des données, et tu me disais, quand on préparait tout ça, de la fraîcheur des données. Parce que travailler sur des données, quelquefois, qui ont 10 ans, Antoine complétera, et je veux dire, ce sont des données d'il y a 10 ans, et la pathologie, elle évolue. Et donc, du coup, dans ton expérience de tous les jours, sur l'accessibilité, la qualité et la fraîcheur, si on peut dire, est-ce qu'il est frais mon poisson, qu'est-ce que ton retour d'expérience, c'est quoi ? Oui, bon, en fait, vous savez que le travail des data scientists, c'est 80 ou 90% de temps sur les données et puis le reste, 10 ou 20% sur les algorithmes, etc. Donc, les données, c'est très important, mais après, les algorithmes sont super importants aussi, il faut les deux ensemble. Bon, même avec les meilleures données du monde, mais si on n'a pas de bons algorithmes, ça ne marche pas. Mais pour les données, c'est un coût très substantiel dans ce qu'on fait. Et comment on obtient les données, c'est assez difficile. Donc, il faut essayer de toutes les méthodes possibles pour obtenir les données, mais je dis qu'il y a beaucoup d'obstacles pour obtenir des bonnes données. Déjà, le RGPD, etc., c'est très bien pour protéger la vie privée des gens, mais ça fait vraiment obstacle. Par exemple, je te donne un exemple. On travaille, on est dans un programme de ERC, c'est European Research Council, on est dedans, sur le cancer de la peau. Mais on ne peut pas utiliser les images de visage parce que c'est trop personnel. Donc du coup, on fait le cancer sur le corps total, mais sans le visage, ça n'a pas de sens. Mais c'est justement, il y a des choses un peu bizarres comme ça à cause de certaines réglementations. Donc c'est difficile. Et puis, vous savez qu'il y a 7000 maladies de la peau différentes. De trouver les données pour 7000 maladies, ce n'est pas évident. Donc, du coup, on cherche toutes les sources possibles. Et en ce moment-là, notre IA peut détecter jusqu'à 2000 maladies, par exemple. C'est énorme le travail qu'on doit effectuer sur les données. Et en ce qui concerne justement, par exemple, les maladies pulmonaires, etc., en fait, quand on travaille, on doit travailler avec les médecins, avec les hôpitaux, etc., et avoir des contrats avec eux pour avoir les données. Et puis, ce sont les médecins qui nous ont expliqué que voilà, la médecine, ça évolue très vite. Quelqu'un qui a considéré comme Norman, il a 10 ans, maintenant, le même cas, on considère qu'il a une certaine maladie parce que ça évolue. Et puis, la méthode de classification, etc., ça s'évolue. Donc, la fraîcheur, c'est très important. Ouais. Je vais faire un petit lien, on reparlera tout à l'heure de financement, parce qu'en préparant, on a parlé du financement de l'IA, aussi bien pour le développement que pour l'achat et l'accès au marché. Mais juste un petit intermède. Antoine, si tu veux bien, dans la donnée, il y a un enjeu important, c'est le chaînage avec le SNDS aujourd'hui, notamment. Tu sais que c'est compliqué, hein, on dit entre le début du projet et le moment où on va être chaîné avec le SNDS, c'est 18 mois. Donc c'est long, parce qu'en termes de compétitivité sur l'intelligence artificielle, c'est long. Est-ce que toi, depuis que tu es dans ce poste-là, tu as vu les choses qui évoluent sur le chaînage dans les données de santé ou pas ? Oui, de mon point de vue, c'est quelque chose qui évolue plutôt vite. Le gros problème qu'on a, qui pour le coup n'évolue pas trop, c'est ce que vient de dire mon voisin. C'est-à-dire que clairement, quand on parle d'IA en santé, on travaille sur 5% des données, grosso modo, des données assez propres, très travaillées, souvent des données de recherche ou de gens extrêmement investis. Et finalement, 95% des données de soins qui sont très sales, mal structurées et sont assez difficilement accessibles aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à une époque, il y avait des ayatollahs qui nous disaient « mais oui, mais l'IA va nettoyer les données dégueulasses, va en faire des données propres ». Bon, on y croyait moyennement. Mon voisin, je crois qu'il croyait moyennement aussi. Et force est de constater que ça ne marche pas très bien. Et c'est vrai que ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris, c'est que la donnée en santé
a quand même des spécificités. C'est pas pareil de caractériser un t-shirt taille M de couleur de vert dans un magasin et de traiter de la logistique derrière et de caractériser une donnée comportementale ou physiologique. Par exemple, la douleur, il y a 10 000 manières de caractériser une douleur, quoi. C'est pas 0,1. Donc il y a quand même une problématique très spécifique à l'humain, à la santé, qui fait que la donnée brute, caractériser la donnée brute propre, ça reste quand même une grosse difficulté du quotidien. Alors du coup, on reviendra sur le financement tout à l'heure, mais puisque tu as le micro, Antoine, quelques questions pour toi. Donc d'abord une question pour le soignant et ensuite une question pour la personne qui arbitre l'offre de soins numériques au CHU de Toulouse, enfin en collaboration avec d'autres bien sûr. Pour le soignant, comment est-ce que quelques années après, parce que ça fait maintenant 6-7 ans que le numérique avance plus vite. Bon, la feuille de route du numérique en santé a contribué à tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de l'appropriation des outils en 4-5 ans, ces 4-5 dernières années, par les professionnels de santé, nos confrères, et par les patients, concrètement sur le terrain? Alors l'appropriation par les patients, je pense qu'elle est très bonne. Je pense franchement, c'est pas le sujet. L'appropriation par les professionnels, elle est beaucoup plus complexe. Alors il y a deux enjeux. D'abord parce que on a toujours parlé d'itération, de déploiement agile, de déploiement axé sur les usages. C'est rare de le faire. Et je pense que l'iLab est un contre-exemple, mais il n'y en a pas 50 000 des contre-exemples. Et c'est vrai que les gros éditeurs historiques n'ont jamais travaillé avec les usagers pour qu'un gros éditeur historique rencontre un usager, il faut le supplier pendant 1 an pour qu'il descende voir comment ça se passe. Donc ça, c'est des méthodes de travail qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'ont toujours pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en danger aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui l'ont bien compris et qui les challengent. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a clairement une envie des professionnels de santé de s'y intéresser. Mais ça veut dire quoi concrètement au jour le jour? C'est-à-dire qu'un cardiologue du CHU qui, a priori, ne s'ennuie pas trop, c'est-à-dire qu'il va devoir prendre la décision de détacher du temps d'un praticien hospitalier, d'un chef de clinique ou d'un interne pour aller co-construire des outils avec les autres disciplines pour un objectif à moyen long terme. Et ça, c'est très dur à obtenir. Et c'est ce qu'on a réussi à faire au CHU ces 3 dernières années, mais c'est pas complètement acquis et c'est énorme. C'est-à-dire dire, ben voilà, on va détacher du temps de soignant qui est hyper précieux, qui est de plus en plus précieux, pour aller travailler sur des outils numériques transversaux qui vont faire l'hôpital de demain. Il faut quand même une direction très volontaire, très compréhensive et qui se projette, parce que dans la plupart des cas, ça marche pas, quoi. On reviendra avec Loïc et toi sur le tiers-lieu tout à l'heure, mais avant ça, je disais, de par ta position à l'UMTT, et puis aussi à Innovpol Santé, de professionnels avec une très bonne connaissance du numérique qui a arbitré l'offre du numérique au CHU, la première feuille de route, l'ambition, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité, l'interopérabilité, l'INS, montée d'un cran, l'équipement pour le médico-social, mais pas que. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Parce que l'INS, aujourd'hui, on voit que c'est pas déployé partout, parce que c'est pas simple. Parce quand je dis ça, je veux pas avoir l'air critique, on a avancé comme on n'a jamais avancé sur le numérique en santé. Il faut bien qu'on l'ait tous en tête, on est d'accord. Mais en tout cas, l'idée aujourd'hui, il faut pas se voiler la face, on n'est pas là pour se faire plaisir et dire que tout va bien, c'est qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et Loïc, je vous demanderai si vous voulez bien nous en dire 2 mots aussi après Antoine. Alors, moi, je suis un très grand fan de la doctrine numérique en santé. Franchement, c'est ce qu'il fallait faire. On ne savait pas gérer un télépatient, un patient distanciel correctement, pour des raisons d'authentification du professionnel, d'identitovigilance, de récupération du compte-rendu, d'interopérabilité entre les outils. Donc, très honnêtement, il ne pouvait rien se passer sans ce travail de fond. Donc moi, je trouve que ça va vraiment être un game changer. Maintenant, je pense que j'ai envie de dire le pas suivant, je pense c'est encore l'interopérabilité, parce que ça veut tout et rien dire. Interopérabilité, ça peut être très très basique comme très très poussé. Après, il y a la question des usages et de l'ergonomie. Et je reviens à ce que je disais. Je pense qu'il faut pas chercher forcément le meilleur outil. Je pense que le meilleur outil, entre guillemets, c'est celui qui va diffuser le plus, qui aura le plus d'engagement des professionnels et des patients. Donc, ça sera l'ergonomie, l'IHM, l'UX, l'UI, quoi. Et d'ailleurs, nous, maintenant, quand on fait des POC au CHU, avant de regarder la partie technique, on regarde l'ergonomie et l'usage. Et on fait un premier tri. Et après,
Donc on a inversé. Avant, on faisait l'inverse. Hein. C'était la DSI qui regardait la partie technique. Et après, nous, on évaluait. Là, on fait l'inverse. On leur fait gagner du temps. Et nous aussi, on en gagne indirectement. Et après, on regarde si les bases techniques sécurisées, doctrines numériques sont respectées, etc. Mais je pense que maintenant qu'on a fait les fondations, il faut regarder la peinture, quoi. Oui. Moi, j'aime le dire quand même en public. Aujourd'hui, en termes d'interopérabilité, on a quand même des difficultés avec les opérateurs dans les établissements de santé qui ne sont pas toujours prêts, même s'ils disent jamais non, à nous interopérer facilement. Et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on compte le nombre de clics pour arriver au résultat voulu. Et peut-être que chez nous, il faut, enfin, chez Bot Design, hein, je fais mon autocritique, il faut qu'on s'améliore là-dessus aussi. Mais le nombre de clics, on en parlera à Loïc, parce que Loïc, il vient de notre secteur. On en parlera après, mais le nombre de clics, ça sera surtout important. Loïc, votre vision de là où on en est, vous aviez... La Clinique Pasteur avait pris beaucoup d'avance sur ces sujets. Vous partagez ? Partage que oui, on a commencé, mais la route est encore longue. Je pense qu'on a commencé à avoir des bases, c'est bien. Après, je pense qu'il y a une culture à mettre en place. Je pense que ça a été mentionné un peu avant. Si on ne crée pas une culture de la data aux soins chez les soignants, on n'y arrivera pas parce qu'on ne pourra pas structurer via l'IA ou n'importe quoi. Pour pouvoir créer cette culture-là, il faut que ça soit utile pour les soignants. Et donc, il faut qu'eux-mêmes soient les premiers à pouvoir utiliser de la donnée structurée et de comprendre en quoi ça les aide dans leur quotidien. Donc, ça veut dire que des éditeurs doivent comprendre ça et que ça doit être vraiment de la remontée d'informations pour les praticiens ou les soignants. Aujourd'hui, on est quand même à l'âge de pierre. Donc, si on compare à d'autres secteurs, par exemple. Donc, forcément, tant qu'on ne fait pas ça, c'est tout un cercle. On n'aura pas des gens qui vont comprendre pourquoi c'est intéressant de mieux qualifier de la donnée à un instant donné, parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Et donc après, notre collègue en vous ne pourra pas l'utiliser avec des larges modèles pour essayer justement de faire gagner du temps à ses soignants. Donc à un moment ou à un autre, il faut quand même se poser la question de comment est-ce qu'on aide le quotidien des gens qui vont créer cette donnée. Jean-Christophe, à toi. Donc toi, tu es le dirigeant de Axience. Axience, c'est une filiale de Vinci, tu vas nous le dire. Et je trouve que ce qui est extrêmement riche, c'est qu'on voit arriver dans la santé des très grosses entreprises avec un savoir-faire qui n'est plus à démontrer, qui vont arriver en nous amenant une vision, des pratiques qui vont nous permettre d'élargir justement notre champ de vision. Alors, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, pour ce qui est disable, bien sûr, la politique en termes de santé de ton groupe, et puis toi, ce que t'apporte l'intelligence artificielle, aussi bien à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on sait aujourd'hui que pour nos codeurs, ça peut être très utile, et dans ce que tu mets à disposition pour les professionnels de santé et les patients, qui est le cœur à toi de ton business. Merci. Vinci et la santé, en fait, c'est pas nouveau. En fait, ça peut vous paraître loin, mais en fait, ce grand groupe travaille alors sur 3 gros secteurs, que la construction, la concession et l'énergie. Et dans ces secteurs-là, vous imaginez bien que dans une clinique, on a besoin d'énergie, on a besoin de bâtiments, bizarrement. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un lien fort. Donc, la culture santé au sein de Vinci, elle existe déjà. Elle est aussi portée par Axience, qui est donc une marque du groupe Vinci et qui fait de l'IT, des technologies de l'information et de la communication. Alors, je ne suis pas le dirigeant d'Axience. Pardon, excuse-moi. J'aurais bien voulu, parce que je pense que j'aurais pu avoir une énorme Tesla, mais c'est pas ça, en fait. Désolé. En fait, je suis chef d'entreprise d'une structure qui fait partie de la marque Axience et qui porte en fait une solution d'application métier dans la santé. Donc, on parlait vraiment d'énergie, de construction, on parlait de tout ça, on parlait d'infrastructure réseau, et là, on est plutôt sur le champ des métiers. Et donc, j'ai eu la chance, quand je suis rentré dans ce grand groupe, de pouvoir rencontrer une équipe au Portugal qui a développé un outil de télésurveillance médicale qui fait de la surveillance de patients chroniques, donc insuffisance cardiaque chronique et pneumo. Et donc j'ai récupéré, au sein du grand groupe, on a des process de réplication, et donc j'ai récupéré cet outil pour le développer en France. Donc du coup, voilà, on est dans ce sujet-là des applications métiers, où je partage 100% l'idée que finalement l'outil numérique, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est surtout l'acceptabilité, le fait que finalement, quand on le met devant un professionnel de santé ou un patient, c'est simple. Pour la petite anecdote, quand le Portugal m'a présenté leur outil, ils m'ont dit, je reviens sur Tesla, un peu comme Tesla, débrouille-toi avec l'outil. Et je me dis, quand même, vous pourriez quand même me former, quand même. Non, débrouille-toi.
Et donc, je prends une bague connectée, là, je me dis, mais comment je vais faire tout ça? Donc, je me suis dit, si j'étais pas appétent à ce milieu-là, ça va être compliqué. Et en fait, en 3 clics, on fait bouger la bague elle est connectée avec l'outil numérique. Tiens, il y a mes pulsations qui remontent, tiens, il y a mon oxygène qui remonte. Donc, je me log sur la partie, finalement, médecin, et je vois toutes mes constantes qui étaient remontées, tout ça. Donc, c'est simple. Et finalement, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on parlait d'un verre connecté. Cyril, tu parlais de ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça a été accepté. Donc, du coup, on importe ce modèle en France. Et l'IA dans tout ça, moi je l'ai. Alors là aussi, tu as dit tout à l'heure, les experts en IA. Bon, je suis pas expert en IA, la vérité. En numérique, là, je veux bien, ouais. Ça, je veux bien. En numérique, en santé, même, tu peux pousser un peu le truc. Pour autant, en IA, en fait, l'IA, moi, je m'en sers comme un outil. Et je me dis, qu'est-ce que ça peut apporter aussi bien en interne qu'en externe? Alors, en interne, ça a quand même changé pas mal de choses. C'est-à-dire ça change. Antoine, tu parlais d'éditeurs, comment on travaille sur les sujets. On travaille, nous, en UX by Design, donc on travaille d'abord par les interfaces qui vont être mises à disposition, et après, on développe ce qui est derrière. Et en fait, il y a des outils d'IA qui nous permettent de gagner du temps. Donc même sur le business model que j'avais initialement imaginé, avec il me faudra tant d'équipes, tout ça, on fera ça comme ça, on aura un time to market qui sera de temps, tout ça, en fait, en intégrant l'IA dans les pratiques du quotidien, ce qu'on peut faire avec parcimonie et sécurité, on en parle après, mais ça permet de gagner du temps, des équipes, de la performance, et il y avait des moyens pour accélérer, pour aller sur des marchés. L'IA est un moyen aussi interne pour accélérer et développer plus rapidement. Donc ça, c'est en interne. Et puis en externe, on est plus proche du métier. L'outil que je récupère du Portugal a déjà une partie de ces outils qui permet de faire de l'analyse sur une cohorte de patients sur une pathologie particulière. Ça a été utilisé pour le Covid au Portugal, ça a été utilisé pour l'insuffisance cardiaque chronique et la pneumo. Mais ce qui est intéressant dans cette timeline, c'est que vous revenez en arrière et bon, vous voyez l'évolution de la pathologie, mais c'est surtout que la timeline, elle va de l'autre côté, quoi. Elle va vers demain, après-demain, 4 jours, 5 jours. Et donc en fait, on arrive en poussant le curseur à voir finalement une évolution des pathologies sur lesquelles on a de la télésurveillance. Donc c'est déjà une version qui est plutôt avancée. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, les données de santé ne sont pas hyper structurées. Effectivement, il y a beaucoup de trash là-dedans. Pour autant, il y a d'autres environnements. Je pense aux données contextuelles, climat, qualité de l'air, pollen, des choses comme ça, qui sont un peu plus, alors peut-être plus simples, tu as raison, sont plus simples à appréhender. Pour autant, on arrive aussi à les intégrer. Et donc, on voit facilement que si on a un petit algorithme intelligent, donc d'intelligence artificielle, pour quelqu'un qui a une insuffisance pneumo, il fait chaud, tiens, il commence à avoir quelques pollens qui arrivent, il n'y a pas de vent en plus, donc ça va rester, ça va stagner. Et bien, il y a peut-être un intérêt à ce que le patient soit contacté pour changer sa prescription, lui demander de venir à la clinique potentiellement, et on évite d'emboliser les urgences, on voit tout de suite l'effet vertueux. Donc effectivement, l'IA, on l'a intégré aussi bien dans nos pratiques internes, mais aussi dans l'offre de services qu'on proposera aux prescripteurs. Merci Jean-Christophe. Une petite séquence financière, financement. Tienne, quand on préparait le sujet, tu me disais que dans toutes les boîtes, les petites boîtes, on est confronté, mais les grosses aussi, au financement de l'intelligence artificielle, aussi bien pour la développer qu'après pour la vendre. Alors, on reparlera avec ces messieurs qui sont acheteurs de solutions de solutions numériques, avec de l'IA ou pas. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Est-ce que c'est facile d'acheter une solution numérique quand on est de l'autre côté de la barrière? Mais là, on est du côté des personnes qui font et qui vendent. Tu me disais, si on n'arrive pas à trouver de solution, on va les vendre aux États-Unis ou on va chercher du financement aux US. Et à un moment donné où on parle beaucoup de souveraineté, sans faire le village gaulois où on veut voir personne, c'est pas la question. Mais en tout cas, c'est des vrais sujets. Est-ce que tu peux nous donner ton retour sur cette question sur le financement? Oui, donc c'est une des questions clés si on veut survivre. Mais si on regarde le marché américain en comparaison avec le marché européen, en fait, j'ai lu il y a un certain temps que, disons, d'ici 10 ans, je crois que plus de 25% de l'économie chinoise sera basée sur l'IA. 25% de valeur ajoutée. Pour les États-Unis, c'est 11%. Oui. Pour l'Europe, c'est 5%. Exactement. Autant pour dire que voilà, ça ne marche pas trop bien chez nous. Maintenant, quand je cherche des références, c'est évident. C'est qu'il est beaucoup plus facile de chercher en Amérique ou en Asie qu'en France. C'est une évidence. Je donne quelques exemples. Pour chercher quelques millions en Amérique, c'est une trivialité. Ici en France, on passe des mois, des dossiers énormes pour chercher quelques sous. Donc, mais il faut chercher ça.
Maintenant, pour vendre des choses, c'est pareil, c'est plus facile de vendre aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France, il y a des tas de réglementations, etc., qui bloquent la vente. Alors, par exemple, si tu n'as pas le CE classe 2, tu ne peux pas vendre ton truc. Complètement. Aux États-Unis, ils s'en fichent complètement, ils peuvent acheter. Hein. Pour les docteurs, etc. Oui. Après, moi, c'est un sujet auquel je tiens beaucoup, le dispositif et puis le marquage CE, parce que dans le numérique en particulier, le médicament, évidemment, aujourd'hui, c'est très éprouvé, c'est très mûr, mais dans le numérique en particulier, il faut qu'on soit prudent, parce que quand même, le dispositif médical, il est là, amené, cadré, tu vois, par le Code de la santé publique, avec une préoccupation, la sécurité des usagers. Et c'est quand même vachement important. On est tout à fait d'accord sur le fait que ça doit être, disons, vraiment efficace et les législations données par l'IA doivent être correctes, etc. Donc maintenant, mais en fait, quand on essaie de vendre quelque chose, on dit que c'est en assistance au docteur. On ne dit pas que c'est l'IA qui va décider, c'est le docteur qui va assumer le diagnostic. L'IA donne juste quelques assistances. Maintenant, même en France, on peut vendre comme ça, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc quand même, il y a des obstacles pour vendre ici. Ouais. Alors, du coup, on va se tourner vers tes voisins juste à côté. L'achat d'outils numériques et de l'intelligence artificielle. On sait que aujourd'hui, on le dit, les outils numériques, ils ont du mal à accéder au marché. Alors, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de modèle économique, peut-être aussi que les établissements de santé, qui sont quand même nos clients principaux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en France, ce n'est pas l'usager final qui finance son outil numérique ou son médicament, et c'est l'État qui le finance indirectement, soit par la sécurité sociale, par les structures de santé. C'est quoi la difficulté, Loïc? On va commencer peut-être par vous, après par Antoine. Excuse-moi, je t'ai coupé l'élan du micro. Allez-y, Loïc. La difficulté, c'est de trouver le modèle économique. En fait, c'est un modèle économique qui fonctionne. C'est-à-dire, je comprends les besoins pour avoir été de l'autre côté de la barrière en tant qu'entrepreneur, de vendre un modèle et du coup d'avoir quelque chose qui fonctionne économiquement. Mais pour nous aussi, il faut qu'on leur amène à des gains évidents sur une activité actuelle. Or, parfois, et c'est pour ça qu'on a toujours privilégié le travail, je reviens sur la logique d'un cas d'usage et on fait ensemble une co-construction avec quelqu'un, parce qu'il y a ce que les gens croient vendre et ce à quoi ça sert réellement après derrière. On est d'accord. Donc, il y a parfois, et c'est peut-être là où je vais commencer à en parler, on en reparlera après, mais oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur des sujets d'IA pour remplacer des docteurs, alors que si on veut vraiment avoir de l'IA aujourd'hui qui aide dans le secteur de santé, enlevons déjà 3 clics à toutes les infirmières de France et de Navarre tous les jours pour chaque acte. Je pense qu'on résout des enjeux de santé publique majeurs. Pour autant, c'est pas très sexy d'aller se focaliser sur comment on peut sauver 3 clics ou à une AS quand il s'agit d'enlever un repas et de savoir ce qui a été mangé. Donc, malheureusement, c'est là où ça se passe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a parfois un disconnect entre ce qui est vendu et ce qui est volontairement ce qu'on a envie d'acheter. Parce que, est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui, parce que c'est peut-être ça aussi, le frein et l'enjeu qu'on a, c'est de mieux prouver le retour sur investissement. Parce qu'on sait que la HAS, pour évaluer nos outils, elle dit, soit vous avez un bénéfice clinique, il y a moins de morts, vous consommez, il y a moins de morts, les gens ont une qualité de vie qui est meilleure, ça c'est le bénéfice clinique, je parle sous ton contrôle Antoine. Deuxièmement, il y a le bénéfice médico-économique, et troisièmement, on a introduit depuis 3 ans le bénéfice sur les process, c'est-à-dire j'ai pas de bénéfice clinique, ou du moins j'en ai pas de supérieur à ce qui existe déjà, j'ai pas trop de bénéfices médico-économiques, mais alors, comme on est en crise de soignants, en termes de process, je révolutionne tout, donc je suis remboursé. Mais du coup, est-ce qu'on pêche justement par cette incapacité à aller vite, parce qu'en France, c'est compliqué de faire des études médico-éco, pas trop cher en plus, parce qu'on peut en faire, mais alors, pour en avoir un peu l'expérience, c'est des montants très élevés, et ça se comprend, bien sûr. Est-ce que justement, c'est ça, on pêche par la démonstration du retour sur investissement? Vous en pensez quoi, Antoine? Oui, complètement, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on voit souvent des projets très sexy, très deep tech. Et d'ailleurs, des fois, je pense qu'il y a un problème d'acculturation. J'ai l'impression que le secteur médical est très mal connu, donc peut-être parce qu'il est hermétique, c'est peut-être de notre faute. Mais même des fois, quand je vois les levées de fonds,
je comprends pas, quoi. C'est-à-dire, je dis, mais waouh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, quoi? Je dis, tant mieux, c'est bien, mais après, il faut rembourser l'argent, a priori, non. Et je crois que vraiment, il n'y a pas les bons réflexes d'études de marché, d'identifier les points de douleur des gens, d'identifier le retour sur investissement. Et franchement, dans les 10 ans à venir, on a un problème de paramédicaux. On n'a pas d'aide-soignante, on n'a pas d'infirmière pour les 10 ans à venir. Ça, c'est un sujet majeur, avec de plus en plus de patients et des infirmières, des paramédicaux qui sont qui prennent 2/3 de leur temps, la moitié de leur temps, à des tâches administratives. Donc pour moi, la priorité numéro 1 en innovation, c'est ça. Il n'y a pas de point plus douloureux au niveau RH, au niveau humain, au niveau santé, au niveau à tout point de vue. Il n'y a pas de point plus douloureux, et je ne vois pas beaucoup d'entreprises qui s'y intéressent, franchement. Hein. Il y en a beaucoup plus qui font de l'IA sur le fond d'œil, mais c'est très bien l'IA sur le fond d'œil. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre les points de douleur ressentis par les soignants et ce qu'on voit en innovation. Et je voulais revenir un peu sur, effectivement, les États-Unis, c'est beaucoup plus facile, etc. Le marché français a quand même un petit avantage, c'est que c'est une chasse gardée. Autrement dit, quand on est arrivé à rentrer dedans, on est bien, et pour un certain temps. Donc c'est très dur d'y rentrer, mais quand on y est, on est bien. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, les éditeurs n'arriveraient pas à vendre leur logiciel dégueulasse aux hôpitaux français, quoi. Ok, mais tu as raison. Du coup, avant d'arriver sur le sujet tiers-lieu, et puis sur le sujet l'IA-Act et qu'est-ce que ça va changer dans nos pratiques, aussi bien chez les professionnels de santé que dans les établissements de santé, que chez les industriels, un petit détour par le médico-social, parce que du coup, Antoine, c'est un sujet que tu connais bien. Je le disais tout à l'heure, la feuille de route du numérique en santé, c'est beaucoup le médico-social, parce que ils ont été un peu oubliés pendant des années, et là, on est en train de rattraper le retard. Du coup, moi, j'aurais bien envie de te poser les deux questions qui viennent, c'est-à-dire médico-social, il faut y aller à fond avec le numérique, mais pour que ce soit utilisé par les seniors, comment on va faire? Parce que l'interaction machine, c'est quand même pas juste simple. Hein. Un sujet qui me tient à cœur, c'est la voix. Et la voix en France, pour interagir avec les solutions numériques, elle n'est pas très développée, parce qu'on a tous en tête Siri. Alors Siri ouvre les volets, Siri commande-moi une pizza. C'est de ouf, ça marche vachement bien. Sauf que pour l'entraîner, nous, on ne peut pas faire pareil dans la santé, parce que sinon, on viole le secret professionnel et médical. Donc du coup, c'est quoi le challenge pour que les seniors prennent ces outils numériques, s'ils sont utiles d'ailleurs? Qu'est-ce que ce serait un outil numérique utile chez les seniors? Et ensuite, l'enjeu pour les établissements du médico-social, ça va être quoi, selon ta vision? Alors les établissements médico-sociaux, ils sont pris dans un paradoxe. On leur demande de plus en plus une expertise de soins, donc sanitaire, mais en même temps, on leur demande de plus en plus d'être des lieux de vie. Et c'est normal, parce que ce ne sont pas des hôpitaux, ce sont des lieux de vie. Donc c'est très difficile d'aborder ça. Donc ce que peuvent apporter les technologies, franchement, les technos pour les soignants, c'est déjà compliqué. Les technos pour les patients du médico-social, ça l'est encore plus. Et là, à mon avis, à côté de l'UX qui est capital, il y a quand même quelques verrous techno. Et par exemple, vous mettez Alexa avec une vieille personne un peu démente, qui a des troubles dysarthriques, Alexa, il ne va rien comprendre. Hein. Donc il y a quand même quelques enjeux techno, là, pour le coup. Ça contredit un peu ce que j'ai dit avant, mais tout n'est pas encore prêt sur étagère. Et j'ai envie de dire, je vois très bien ce que ça peut apporter pour les professionnels du médico-social. Ce que ça peut apporter pour les soignants, c'est un peu de le dire. Et on voit sans cesse passer des études en disant oui, mais maintenant c'est bon, le taux de smartphone chez les personnes âgées explose, le problème sera résolu dans 3 ans. Alors c'est juste pas vrai du tout. Hein. Ils ont tous un smartphone, mais ils l'utilisent pour répondre et pour appeler. Hein. Ils n'utilisent pas les applications mobiles, le SMS un peu, la visio pas trop. Donc l'usage qui est fait de l'outil diffuse, mais l'usage diffuse pas du tout. Donc en réalité, chez les plus de 75 ans qui ont des troubles fonctionnels ou cognitifs, surtout des troubles cognitifs, ça n'a pas trop changé. Donc il ne faut pas trop se fier non plus à ce genre d'études. Et d'ailleurs, il y a les mêmes études chez les jeunes qui montrent que quand on a un niveau socioculturel bas, finalement, on sait aller sur TikTok, mais on ne sait pas faire une démarche administrative. Donc le fossé digital, ce n'est pas un délire de sociologue, hein, ça existe vraiment.
Et si on ne s'en préoccupe pas, nous, on va être complètement à côté de la plaque. Oui, parce que 17 millions de personnes qui ont des problèmes avec le numérique, c'est pas que des personnes seniors. Tout à fait. Jean-Christophe, tu voulais réagir, et puis après, Loïc, si vous voulez bien, réagir Peut-être sur ce sujet. Pour rebondir sur cette partie médico-sociale, et en restant dans le sujet de la télésurveillance, on voit bien, alors Antoine, tu me corriges si j'ai une bêtise clinique, mais c'est vrai que quand on a une personne âgée qui a quelques arythmies ou il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du cœur et qu'il faut la déplacer pour aller voir un cardio au CHU, alors déjà elle est en EHPAD, donc elle est plus chez elle, donc c'est plus tout à fait pareil, on la déplace, donc il y a le stress, donc il y a tout ce qui est iatrogène associé, on peut imaginer que voilà, elle arrive, elle est un peu stressée, elle était dans son environnement, et donc on n'est pas sûr d'avoir des données qui soient clairement la réalité de l'état de santé de la personne, alors que pour le coup la technologie en télésurveillance permet de laisser la personne dans son environnement, dans l'EHPAD, et remonter finalement les informations pour avoir une vision sur le monitoring de la personne. Loïc, c'est quoi ta vision par rapport à ça ? C'est complexe parce qu'au final, moi, quand on parle de tout ça, ça me fait penser à une phrase de Larry Page à l'époque qui disait il faut laisser à la technologie faire ce qu'elle sait faire pour que l'humain puisse faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire connecter avec d'autres humains. Et je pense que c'est là, dans le médico-social, ça prend encore plus son sens, c'est que la technologie doit nous faire gagner du temps pour que le temps humain soit passé pour de la connexion avec d'autres humains. Parce que ça, on ne pourra jamais l'enlever. On aura toujours besoin de ce moment de réassurance dans une période critique et compliquée de nos vies, que ce soit dans le microsocial ou dans le sanitaire, d'avoir des humains qui connectent avec d'autres humains. Donc on en revient sur cette logique de faire gagner du temps sur les autres tâches qui ne sont pas passées avec des humains. Ok, alors maintenant, 2 derniers sujets pour qu'on ait le temps de laisser la salle poser des questions, mais on va s'y attarder un tout petit peu quand même. Toulouse Santé Numérique et donc le tiers-lieu Toulouse Santé Numérique, je parle sous contrôle puisque dans la salle on a Soumia du CHU, elle était là tout à l'heure, on a Julia de l'ASEI, on a Céline de la clinique Pasteur et puis ces messieurs avec qui on a monté le tiers-lieu, donc on est très fiers puisque Toulouse a été parmi les 10 premiers tiers-lieux qui ont été agréés, si je puis dire, en France. Donc du coup, on a un vrai enjeu qui est cette mise en relation des porteurs de projets, que ce soit d'ailleurs des professionnels de santé ou pas, parce que ça peut être des personnes internes à vos établissements, de manière à avancer plus vite sur les usages. Et donc, du coup, la clinique Pasteur, donc le tiers-lieu, je le redis, Soumia l'a dit tout à l'heure, mais s'il y a des gens qui n'étaient pas là, c'est un consortium, et puis à côté, il y a aussi la clinique Pasteur que j'ai oublié, donc pardon. Et donc, il y a c'est un consortium dans lequel on a la clinique Pasteur, le CHU et donc ASEI. Ils ont bâti une offre pour les entreprises et pour les porteurs de projets qui est absolument géniale. Le premier appel à projet va être mis en œuvre. Je ne sais pas, il est en cours. Là, peut-être, Soumia nous en dira quelques éléments tout à l'heure. Et puis Loïc aussi, puisque lui, il est dans le comité d'arbitrage, si je puis dire. Donc, du coup, c'est un véritable enjeu. Et donc, la clinique Pasteur, elle a beaucoup investi dans ce tiers-lieu au tout début, comme le CHU et comme l'ASEI. Donc, du coup, Loïc, c'est quoi l'investissement de la clinique Pasteur et c'est quoi l'ambition de la clinique Pasteur dans le tiers-lieu ? L'ambition de la clinique Pasteur dans le tiers-lieu, il est assez simple. C'est ce que je viens de décrire sur la iLab avec beaucoup plus d'amplitude et pouvoir utiliser des cas d'usage qui dépassent seulement le côté sanitaire de Pasteur et aller voir ce qui se passe et aller avec l'ASEI pour aller travailler sur des sujets de fond un peu plus larges que ce qu'on a pu faire, mais toujours sur la même recette pour moi, c'est-à-dire essayer de créer cette rencontre entre des gens qui ont envie de faire et des besoins. Et à partir de là, amener nous une structure, parce qu'on sait faire, ou en tout cas on a envie de faire, on va peut-être avoir cette prétention-là plutôt, on a envie de faire et on a envie d'aider, et de mettre du temps humain, de professionnels, d'experts, pour justement faire aboutir plus rapidement ces preuves de concept, pour qu'après, derrière, ils continuent à vivre leur belle vie, et on sera très fiers d'avoir de belles réussites dans ce tiers-lieu. Alors pourquoi est-ce qu'on a été retenu ? C'est parce que aussi, vous savez, dans les tiers-lieux, il fallait montrer qu'on avait de l'expérience, et donc on a parlé iLab à la clinique Pasteur, c'est Innovpol au CHU, ASEI a aussi sa structure d'accompagnement des projets, donc les gens qui étaient autour de la table savaient de quoi ils parlaient. Antoine, l'ambition du CHU dans le tiers-lieu, c'est quoi ?
Alors, l'ambition du CHU, c'est de porter des projets un peu plus loin, parce que c'est vrai qu'il y a une énorme frustration. Alors, il y a une frustration de tout temps dans le milieu hospitalo-universitaire, c'est de faire, y compris si on met la techno de côté, de faire des essais cliniques et d'arrêter à la fin, quoi. Et c'est vrai quand on déploie des technologies innovantes chez les gens, que ça prend, que ça fonctionne bien, que les gens s'y attachent, et qu'on dit bon, ça fait 6 mois, on débranche tout le monde, au revoir, et on verra s'il y a un industriel qui reprend. Pour l'avoir vécu, c'est hyper dur, quoi. De dire voilà, on a fait tout ça pour rien, pour une belle publication. Les gens ils vivent très mal, donc tout le monde le vit très mal. Et finalement, se dire, on arrive à faire partir des choses du terrain, à les faire maturer, à les incuber, et on arrive rarement à la phase de dissémination, d'industrialisation, parce qu'on n'a pas le réseau, parce qu'on n'a pas les contacts, parce qu'on fonctionne en silo. Et un effet quelque chose d'assez exceptionnel avec ce tiers-lieu, c'est d'avoir réuni quand même Clean Avenir, l'ASI et le CHU Toulouse. Ça paraît rien sur le papier, mais c'est incroyable si on repart c'est génial. 10 ans en arrière, parce que c'est des secteurs qui ne se parlaient pas, ou alors qui faisaient semblant de se parler. C'est génial. Et d'arriver à les faire bosser ensemble, du moins c'est un vœu pieux, on va voir si... Non, ça... Mais moi j'y crois très fort. Mais on vous a vu à l'œuvre déjà. Donc, moi j'y crois à 100%, mais c'est une avancée majeure. Exactement. Et on va pouvoir enfin peut-être travailler sur les parcours, c'est-à-dire de la clinique à l'hôpital, au médico-social, etc. Et ça, c'est vraiment, si on parle technologie de l'information et de la communication, le besoin non couvert, il est clairement dans les parcours, quoi. Le temps passe, je voudrais qu'on parle de l'IACT, mais avant quand même, il y a 2 industriels autour de la table, donc ils attendent quoi du tiers-lieu, ces messieurs? Non, ça y est, merci. Je vais répéter tout ce qu'a dit Antoine. Ah bah alors. Comme ça va réveiller ceux qui dormaient. Mais non, mais je suis carrément en phase avec l'histoire. C'est que, en fait, on est un grand groupe financier. Il y a du monde aussi derrière Taurus. Il y a des envies d'aller sur ces marchés qui sont définis comme dynamiques, sur celui de la santé. Venant en plus de ce milieu-là, je vois à peu près comment on peut avancer. Et on dit beaucoup co-construction. Co-construction, là, c'est le mot un peu à la mode, un peu valise, mais c'est la vérité, en fait. C'est que finalement, si on travaille ensemble, on peut apporter une solution aux patients, aux professionnels de santé, et permettre aux industriels de pouvoir avancer sur leur voie aussi. Donc, oui, non, c'est... Tienne, en 2 mots, qu'est-ce que tu attendrais d'un tiers-lieu? En fait, nous, en fait, notre ambition, c'est de servir les déserts médicaux aussi. C'est-à-dire que quand on regarde les milieux ruraux, il n'y a même pas un docteur. Et donc, en fait, nos outils d'IA doivent permettre aux infirmiers, je ne sais pas, les gens qui ont moins de qualifications que Antoine, de pouvoir aller faire le diagnostic chez les gens et puis déjà faire un premier triage et envoyer à Antoine, etc. Et je crois que l'IA sera très utile pour ça. Ouais. Okay. Alors, un mot maintenant sur l'intelligence artificielle et l'IA-ACT, parce qu'on sait que la santé, vous savez, de l'intelligence artificielle, c'est 4 niveaux de risque. Et il y a un niveau 1, 2, 3, et puis le niveau 4, c'est l'inacceptable qu'on n'a pas, en tout cas en Europe. Le niveau 3, il y a la santé, c'est des dispositifs qui sont à risque, avec des exigences qu'on doit mettre en œuvre derrière. Et donc, du coup, ça a été aussi traduit, parce que les choses avancent, on ne le voit pas toujours, dans le Code de la santé publique, parce que pour les outils d'IA qui mettent en œuvre du machine learning à partir de big data, eh bien, il y a plusieurs exigences, à savoir le professionnel de santé. On doit lui dire qu'il utilise un dispositif médical avec de l'IA, de l'aide au diagnostic, ça c'est la première chose. Deuxièmement, le professionnel de santé a la responsabilité d'informer son patient, ce qui n'est pas le plus simple. Et troisièmement, l'industriel a la responsabilité d'expliquer son outil d'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on n'a pas mis dans le Code de la santé publique les outils de deep learning. C'est rajouté à tout ça, et c'est très bien, l'IACT européen qui est en cours de transformation, enfin d'application en France, et d'ailleurs dans le groupe éthique de la délégation du numérique en santé, on est en train de travailler sur le concret de la mise en œuvre. Ma question, elle va être double. Une pour toi, Antoine. On dit, les professionnels de santé, c'est indispensable, et je ne plaisante pas, il faut qu'ils soient là pour checker que l'intelligence artificielle, elle donne bien des résultats qui sont conformes à ce que vous auriez fait en termes de professionnels de santé. Et pour ça, on est en train de créer des comités de supervision humaine où on dit le médecin va aller checker que ce que dit l'intelligence artificielle, c'est correct. Mais sauf qu'on ne lui demande pas de le faire sur 1 cas, 2 cas. Et moi, j'ai 2 questions. C'est comment est-ce qu'on va gérer tout ça quand on a 50 000 questions à checker? On n'a pas peut-être la réponse, moi je ne l'ai pas encore. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour que la formation
des médecins et des autres professionnels de santé aille très vite, parce que le meilleur exemple, c'est chez les radiologues. On dit aux radiologues, il faut qu'on vous forme avec des images annotées, mais aussi avec des images non annotées. Et ça, j'aimerais bien avoir ton retour sur cette question-là. Alors, moi, l'intention, moi, je la trouve très bonne pour partir de la philosophie. C'est-à-dire dire l'IA ne doit pas être une boîte noire, on ne doit pas se reposer dessus, c'est un support, on doit garder l'œil expert, la critiquer, etc. Donc, le message, il me va très bien. En parallèle, tu l'as dit, ça nécessite énormément de formation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des roses AMI, formation numérique en santé, avec un référentiel de compétences nationales. Occitanie est très bien représentée, on a gagné 2 gros projets. Donc a priori, alors on n'en est pas au stade de l'IA, mais il faut commencer tranquillement. Mais a priori, donc on va devoir inclure plusieurs dizaines d'heures d'enseignement sur le numérique en santé dans tous les cursus des professions de santé d'ici 2024. Donc c'est monstrueux, on ne sait même pas comment on va faire, mais c'est super, mais c'est vraiment brutal. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Alors après, la mise en œuvre sur le terrain, très honnêtement, je n'ai pas plus la réponse que toi. Non, mais c'est mais intéressant. en tout cas, l'intention est partager. bonne, la philosophie est bonne, et ils ont été coordonnés, ce qui est chose rare. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois, ils ont en même temps lancé les AMI, formation numérique en santé, et grâce à l'agence du numérique en santé d'ailleurs, c'est eux qui ont porté ça initialement. Donc moi, je suis plutôt assez content de ce qui se passe. Et donc du coup, messieurs, tous les trois, qu'est-ce que ça va être les contraintes si on applique l'IACT et la loi comme on doit l'appliquer? Parce qu'il va falloir l'appliquer, c'est pas un truc, c'est utile, c'est évident pour la sécurité des gens, c'est utile. Ça va être quoi les contraintes chez toi, Tienne? Les contraintes pour le développement, donc il y a plusieurs contraintes, donc d'abord financières et puis réglementaires et puis les échanges avec les hôpitaux. Donc il faut construire un réseau, ça prend beaucoup de temps. Pour les petites boîtes, avant d'atteindre les résultats, on peut couler déjà. Pour les jeunes pousses, il y a toujours beaucoup plus de contraintes que les grands. Mais on essaie de survivre d'abord. Et nous, on a passé déjà 5 ans, donc ça c'est déjà un bon signe. Et puis, non, mais on a des solutions à tous les problèmes. Après, il faut chercher des solutions. Par exemple, financement, si on ne peut pas trouver facilement dans un endroit, on trouve dans d'autres endroits. Pour le marché, c'est pareil. La France, c'est quoi? C'est 2% du marché mondial. Il faut chercher aussi le marché global, etc. Pour les problèmes réglementaires, bien sûr qu'on doit faire le CE2, etc. Mais ça prend du temps et ça prend aussi beaucoup de finances. Donc, en faisant ça, il faut chercher des solutions, des sources de financement, etc. Du coup, à toi, Loïc, sur ce sujet-là, parce que quand on dirige une clinique, je ne parle pas de la mise en œuvre opérationnelle de l'IA, on l'a bien compris, je parle de l'encadrement et de la preuve qu'on va devoir mettre en œuvre en termes d'assurance qualité, en termes de process. Tu vois ça comment, toi? Je sais qu'on est tous au début, donc on est là pour échanger sur ces sujets-là. C'est une aventure, c'est une aventure qui commence, qu'il va falloir border, bien sûr, mais j'ai envie de dire aussi, on a un enjeu populationnel face à nous qui fait que a-t-on vraiment le choix de se poser des 25 000 questions au bout d'un moment? Oui, d'accord. C'est-à-dire que l'enjeu va être de pouvoir qualifier le plus rapidement possible les populations pour pouvoir les traiter quand il le faut, plutôt que de partir sur des règles qui sont tous les X années, puisqu'on sera incapable d'absorber le volume. Donc, j'ai envie de dire, on est condamné à réussir et à le faire proprement. Donc, je pense que c'est souvent face au pied du mur qu'on voit le mur et que on réussira collectivement à le faire. Après, j'ai envie de dire, à Toulouse, avec le CHU et tous les acteurs présents qui sont ici, si on ne réussit pas à faire quelque chose, ça serait quand même dommage. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on portera peut-être dans le tiers-lieu, si on peut. Jean-Christophe, parce que du coup, toi aussi, tu vas avoir des contraintes pour la mise en œuvre dans ton entreprise. Ça passe par quoi? Tu dis contrainte, en fait, on peut aussi parler de cadre réglementaire, en fait. C'est-à-dire, et c'est un peu là-dessus que je voulais rebondir. C'est-à-dire que finalement, dans ce qu'on a dit depuis le début, on voit bien que l'IT, le numérique, c'est un outil qui nous permet d'accélérer sur certains sujets. Par contre, on a tous dit la même chose cet après-midi, on parle de l'humain au centre. Patient, professionnel de santé, l'humain au centre. Finalement, ce cadre réglementaire, il va nous obliger à informer le patient qui va avoir derrière un outil numérique, un dispositif numérique médical, une intelligence artificielle. Donc on va bien à un moment avoir une relation patient soignant-soigné qui va être mis en avant finalement pour laisser la place à l'intelligence artificielle. Donc finalement,
ces contraintes peuvent être finalement un cadre réglementaire qui va quand même continuer à positionner l'humain au centre de tout ça et permettre finalement de faire évoluer nos organisations pour se servir de l'IT comme un moyen et pas une fin en soi. Je suis d'accord. Contrainte, c'est pas le bon mot. Je le mettais en termes légal parce que comme la qualité, quand on parle management par la qualité, il vaut mieux voir la qualité comme un jeu, même si c'est pas toujours facile, que comme une contrainte. Mais bon. Avant de passer aux questions, le mot final pour Loïc, j'avais envie de te poser la question suivante. Toi, tu es un expert des nouvelles technologies. La première partie de ta carrière, ça n'a pas été dans la santé, si je me gourre pas, je me trompe pas, pardon. Et donc, du coup, par rapport au secteur de la santé, toi, tu vois ça comment, les freins, ce qui peut nous booster, comment est-ce que tu analyses le sujet ? C'est un peu comme disait mon voisin, je pense que c'est un secteur qui a quand même des spécificités fortes et qui demande à être connu et être compris pour savoir par quelle face l'attaquer. Donc la technologie jusqu'à présent et les secteurs du numérique, c'est beaucoup construit sur des logiques de disruption. Puisque ça a toujours été beaucoup plus facile de s'annoncer comme une rupture que comme une continuité. Or, on le voit bien que sur certains secteurs, et je pense que le secteur de la santé sera celui-là particulièrement, où il va falloir s'introduire comme une continuité et une amélioration dans la continuité. Donc ça demande aussi à revoir les règles et les savoir-être et les savoir-faire qui vont avec pour pouvoir créer les réussites dont on a besoin. Merci. Donc, merci, messieurs. Les questions à la salle maintenant, parce qu'il nous reste 7-8 minutes, donc profitons-en. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets ? Cyril. Merci. Je voudrais vous partager 2 remarques. Une qui vient d'une ancienne vie où je proposais des logiciels aux établissements de santé. Des logiciels pas tous dégueulasses, Antoine. Mais Non. pas tous, j'ai dit, pas tous. Il y a une question d'éducation des maîtrises d'ouvrage. On arrive des fois avec, si on prend l'histoire de la voiture, on arrive des fois pour vendre des voitures où on a énormément bossé sur les clics, comme tu disais, sur l'utilisation, la manière, la sécurité, la conduite, etc. Et on perd des appels d'offres parce qu'on n'a pas de boule à facettes à l'intérieur ou parce qu'il manque une petite option qui nous reconnaît, qui nous dit « Bonjour Cyril » quand je rentre dans la voiture. Donc ça, j'ai perdu réellement des appels d'offres avec des maîtrises d'ouvrage. Donc je suis super heureux d'avoir entendu ce que tu disais, Antoine, sur les commissions de validation. C'est pareil pour le numérique responsable. On ne peut pas demander aux éditeurs d'avoir le just enough, c'est-à-dire de développer ce qui sera utilisé à 90% et de travailler vraiment sur des logiciels qui vont durer dans le temps, et ensuite choisir sur le gadget qui va avec. Donc il y a vraiment une opportunité dans les établissements de santé à éduquer les maîtrises d'ouvrage. C'est la première remarque. Et la deuxième, c'était pour rebondir un peu sur Yuli, parce que vous l'avez dit, monsieur Lagarde, et on en a parlé aussi avec monsieur Nguyen de ce sujet-là. L'IA, on en parle beaucoup dans la partie diagnostic, pathologie, dans des choses brillantes. Hein. On arrive à analyser une radio bien mieux qu'un radiologue, mais il y a un gain dans l'organisation et l'optimisation des hôpitaux. On parle de data-driven entreprise, on commence à parler de data-driven hospital, mais le data-driven hospital, ce ne sera pas sur le diagnostic, c'est sur toute l'organisation de l'hôpital et la data. Et il y a des champs gigantesques pour libérer du temps soignant sur l'optimisation du nettoyage des lits, sur la distribution des repas, sur des tas de choses qui sont moins... Je saisis 12 fois la donnée. Voilà, qui sont peut-être moins sexy, comme vous l'avez dit, que des trucs. Et là-dessus, Yuli est un vrai modèle de ce qui peut être fait. Et il faut mettre en avant aussi ça et pas que des diagnostics très pointus, quoi. Ouais. Avant que les intervenants répondent, on va continuer les questions. Céline ? Si quelqu'un veut lui passer un micro, devant. Oui, 2 remarques donc, sur tout le santé numérique. Juste rebondir sur ce qui a été dit pour le synthétiser. Pour moi, 2 points forts. En effet, ces 3 acteurs majeurs de différents secteurs, public, privé, MCO, médico-social, qui se sont alliés pour toucher l'ensemble du parcours patient. C'est le 2e point fort de ma part. C'est-à-dire qu'en fait, on peut adresser des solutions qui vont suivre le patient et on part du patient plutôt que de partir des acteurs en disant finalement on va le suivre partout et où qu'il soit, on va avoir des solutions et on va pas dire on va l'étudier qu'à l'hôpital, on va dire on va l'étudier et où que soit le patient, elle va le suivre et on va pouvoir continuer de faire notre évaluation. Ça c'était un premier point de remarque. Le deuxième c'était sur l'IA. Un point qui n'a pas été évoqué, je parle là, expérience patient, hein, c'est OK les usages, mais c'est aussi encore en amont
quelle est l'attente du patient en tant qu'expérience vis-à-vis des outils. C'est pas uniquement j'ai un outil ergonomique et je suis capable de l'utiliser, c'est moi en tant que patient, usager d'un système de santé, quelle est mon attente vis-à-vis des outils, comment ça va m'aider dans l'ensemble de ce que je vis vis-à-vis du secteur. Et là, pour aller encore un petit peu plus loin, il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est finalement les outils déjà utilisés par les patients. Je parle de ChatGPT, par exemple, qui sont déjà utilisés. On fait la croix dessus, on ne regarde pas, on dit non, mais ce n'est pas des outils de santé. Ils ne sont pas validés pour ça, ils ne font pas partie de nos quotidiens, on ne l'a pas évoqué, et pourtant, ils sont utilisés tous les jours par les patients. On voit dans les hôpitaux américains qu'ils sont intégrés dans les solutions proposées directement aux patients. On voit des chatbots aussi qui émergent avec de l'IA derrière pour renseigner les patients. Et ça, c'est utile pour les professionnels pour gagner du temps, mais c'est vraiment utilisé par les patients. Donc, comment on va intégrer ces outils-là par rapport à ceux dont on vient de parler, qu'on va tester, c'est une vraie question, je pense. Mais ça, c'est très vrai, on n'a pas eu le temps de balayer tous les sujets, mais moi, il y en a un qui me tient à cœur, c'est l'intérêt à agir. Parce que tout à l'heure, on disait, les gens, au bout de 3 semaines, les outils numériques, ils ne les utilisent plus. Bon, c'est pas toujours vrai, certes, mais en majorité, c'est vrai. Mais en tout cas, quel intérêt à agir un patient ou un professionnel de santé à aller utiliser un outil numérique? Et ça, c'est très, très vrai. ChatGPT, on aurait pu en parler longtemps, donc... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, une question au fond. Micro, s'il vous plaît. Ça passe, ça passe. Ils sont en train d'arriver. Pardon. Il va falloir conclure, donc, mais quand même une question. Oui, mais vous m'entendez, oui. Je connais rien de santé, je connais rien de numérique, je connais rien de tout. Je suis un outsider complètement. Mais je pense qu'ici, le cœur du problème, le cœur de toutes les transformations, c'est l'acceptation de l'usager, quel que soit le domaine. Un professionnel de santé, un patient ou un professeur de IA ou quel que soit le métier qu'on fait, est-ce qu'on est prêt à accepter un changement? Et en plus, dans le IA, dans le numérique, le changement est très rapide, très vite. Est-ce qu'on a des formations, l'accompagnement dans tout le cœur de métier, dans tous les usagers, pour pouvoir justement accepter et voir les bénéfices qu'on ramène numérique? Je pense que le plus important, c'est l'acceptation et faire accepter. L'accompagnement du changement, c'est vrai que c'est très important. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais bien qu'on applaudisse ces messieurs parce que c'était très intéressant. Et puis, à une prochaine fois. Merci encore.